Que vaut tout l'or du sol si tu ne peux pas acheter ton pain? Pendant des décennies, les terres du Sahel ont offert au monde un trésor de ressources. Or, uranium, coton, culture vivrière. Mais à quoi bon posséder ces richesses si, au final, le prix de chaque baguette, le salaire de chaque ouvrier, la construction de chaque école dépend d'une décision prise à des milliers de kilomètres, dans une capitale étrangère? Les travailleurs du Sahel ont retourné la terre, extrait les minerais, cultivé les champs, mais la récompense de leurs efforts leur a toujours échappé. Leur monnaie, la valeur même de leur sueur, était fixée loin de chez eux, dans les coffres et les bureaux d'une Europe qui décidait du sort de millions sans jamais entendre leur voix. Longtemps, ce système a été présenté comme une garantie: stabilité monétaire, protection contre l'inflation, sécurité économique. Mais à quel prix cette stabilité? Pendant que la jeunesse du Sahel voyait l'uranium alimenter des centrales étrangères, pendant que l'or partait renforcer des banques lointaines, les caisses locales restaient désespérément vides. Les États de la région, malgré leurs richesses, devaient emprunter pour construire un pont, éclairer un hôpital ou simplement payer leurs fonctionnaires. La dette s'accumulait, la dépendance s'approfondissait et la dignité nationale s'effritait peu à peu. Mais aujourd'hui, ce silence résigné vole en éclats. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger ne se contentent plus de demander de meilleures conditions. Ils brûlent le vieux registre, remettent en cause la légitimité même du système. Ce n'est pas un simple désaccord diplomatique, c'est un séisme, une révolte contre la façon dont la terre et le travail sont valorisés depuis des générations. La question devient brûlante. La véritable souveraineté, c'est quoi? Pouvoir tracer ses frontières ou maîtriser la monnaie qui donne sens à tout le reste? L'enjeu est colossal. Perdre encore la liberté de décider pour soi, ou conquérir enfin une souveraineté réelle, celle qui permet à une nation de transformer ses ressources en prospérité, son travail en dignité, sans demander la permission. Pour saisir ce qui est vraiment en jeu et comprendre la portée de cette révolution silencieuse, il faut d'abord plonger dans l'architecture invisible qui a régi le Sahel depuis plus d'un demi-siècle. L'influence ne porte pas toujours un uniforme, elle se cache dans les coffres des banques centrales. Prenons un instant pour remonter le fil de l'histoire et comprendre comment, au Sahel, le pouvoir ne se disputait pas seulement aux frontières poussiéreuses, mais surtout dans les coulisses feutrées où se décidait le sort de la monnaie et des richesses nationales. Pendant plus de 70 ans, le cœur financier de la région ne battait ni à Bamako, ni à Ouagadougou, ni à Niamey. Il était relié, par un fil invisible, à un accord forgé à l'ombre de la période coloniale, une architecture monétaire qui dictait la respiration économique de dizaines de millions de personnes, bien loin de leurs terres. Pour saisir la portée de la révolution silencieuse qui s'opère aujourd'hui, il faut plonger dans les rouages précis de ce système. Historiquement, les pays membres de la zone franc étaient tenus de déposer la moitié de leurs réserves de change directement dans les coffres du Trésor français. Officiellement, cette règle était justifiée par la promesse de stabilité et la convertibilité garantie de la monnaie, une sorte de bouclier censé protéger contre les tempêtes de l'économie mondiale. À première vue, cela semblait logique. Mieux vaut protéger la valeur de la monnaie, éviter l'inflation, rassurer les investisseurs. Mais la réalité vécue sur le terrain racontait une toute autre histoire. Regardez les bilans nationaux. Uranium, or, coton, bétail. La terre du Sahel regorge de ressources précieuses. Chacune de ces richesses, une fois exportée, générait des devises fortes. Sauf que, sur chaque dollar gagné, la moitié était immobilisée à l'étranger, souvent réutilisée hors de tout contrôle local. Les États ne pouvaient pas accéder librement à leur propre argent pour investir dans des routes, des écoles ou des hôpitaux. Pire encore, pour financer un simple pont ou électrifier un village, il fallait quémander des prêts à des conditions sévères, contracter des dettes à taux élevés ou mendier des dons auprès de partenaires qui, bien souvent, étaient les mêmes que ceux qui gardèrent les réserves. Ce paradoxe cruel piégeait les sociétés du Sahel dans un cycle infernal. D'un côté, on exportait sans relâche des matières premières, on voyait partir la richesse brute. De l'autre, on importait des produits manufacturés à forte valeur ajoutée, en subissant un déficit commercial chronique.
Ce déséquilibre était renforcé par une dépendance systémique au crédit extérieur. Pour développer leurs infrastructures ou soutenir leurs industries locales, les paysans, artisans, entrepreneurs devaient se contenter de miettes, tandis qu'une part immense de leur épargne nationale dormait loin d'eux. C'était une chaîne invisible, soigneusement entretenue, qui assurait que la région resterait toujours un pas en arrière, éternellement tributaire de la bonne volonté de ses créanciers. Mais les conséquences de ce système ne s'arrêtaient pas au compte des ministères. Elles se vivaient dans la poussière des marchés, dans les difficultés des petites entreprises à obtenir un crédit, dans l'impossibilité de transformer localement ce que la terre fournissait. Les infrastructures vitales, routes, marchés, réseaux électriques, restaient sous-développées, faute de financement. La jeunesse, en quête d'un avenir meilleur, voyait avec lucidité le paradoxe. Comment accepter de devoir s'endetter pour construire une école alors que l'argent du pays dormait ailleurs? Les nouvelles générations ont commencé à réclamer une rupture, exigeant la transparence sur les circuits monétaires et la fin de cette dépendance imposée. Face à ce choix, la région risquait de rester prisonnière d'une stagnation sans fin, à la merci de décisions prises ailleurs, ou de s'attaquer à la question taboue. Qui, au fond, contrôle la monnaie, et donc la liberté? Les enjeux ne sont pas qu'économiques. Ils touchent à la dignité collective, au développement social, à la capacité d'écrire son propre avenir. Ce combat pour la maîtrise de la monnaie, pour l'accès direct à ses richesses, c'est aussi un combat pour la reconnaissance et la souveraineté. Mais alors, qu'est-ce qui a vraiment changé avec l'émergence de l'Alliance des États du Sahel? C'est ce que nous allons explorer maintenant. La véritable indépendance commence quand on contrôle sa propre trésorerie. Pendant des décennies, les nations du Sahel ont vu leurs richesses circuler, mais rarement dans le bon sens. Vous connaissez sûrement cette règle étrange. 50% des réserves monétaires des pays de la zone franc obligatoirement déposées au Trésor public français. On nous parlait de stabilité, d'une garantie contre les crises, d'un coussin protecteur. En réalité, c'était surtout un siphon. L'épargne, la sueur, les matières premières, tout cela filait d'abord vers Paris avant de revenir, amputé, sous forme de crédit ou de miettes d'aide au développement. Concrètement, les richesses extraites du sol, uranium, or, coton, bétail, profitaient d'abord à l'étranger. Les contrats miniers, souvent opaques, faisaient la joie des multinationales mais laissaient peu à ceux qui creusaient la terre. Quand les caisses se vidaient, il fallait emprunter, et à quel prix? Les taux d'intérêt, dictés par des institutions étrangères, transformaient chaque projet, chaque route, chaque école en dette nouvelle. Résultat, des générations entières se sont retrouvées à payer pour des infrastructures qui prenaient des années à sortir de terre, si elles voyaient le jour tout court. Ce système, peint en partenariat stratégique, étouffait en fait l'économie réelle. Les petits entrepreneurs voyèrent leurs rêves freinés par l'accès limité au crédit, les industries naissantes étranglées par l'impossibilité d'exporter librement ou de fixer leur propre prix. Même les besoins les plus élémentaires, routes, hôpitaux, écoles, dépendèrent de fonds extérieurs, quand ils n'étaient pas retardés par la bureaucratie des bailleurs de fonds. La jeunesse le voyait bien. Pas de perspective, chômage massif, fuite des cerveaux. Mais voilà, une génération plus lucide s'est dressée. Elle a commencé à auditer les vieux contrats, à décortiquer l'histoire des flux financiers, à réclamer une refonte totale du rapport à la monnaie. Au lieu d'accepter la fatalité, le Mali, le Burkina Faso et le Niger ont décidé de casser la routine. Ensemble, ils ont quitté la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui, selon eux, était devenue le bras armé des anciennes puissances pour maintenir ces chaînes invisibles. Cette décision, ce n'est pas juste un coup de colère. C'est la préparation méthodique d'un divorce économique. Les gouvernements de l'Alliance des États du Sahel ont commencé à revoir les contrats miniers, à restructurer les codes fiscaux, à mutualiser leurs ressources. L'objectif, poser les bases d'un marché régional autosuffisant, où la récolte ne serait plus expédiée ailleurs, mais profiterait d'abord à ceux qui la produisent. Et surtout, créer une monnaie souveraine, rompant avec le franc CFA, ce symbole d'une époque révolue. Mais un tel choix,
c'est aussi prendre des risques gigantesques. L'histoire économique ne pardonne pas à ceux qui défient l'ordre établi. Dès l'annonce de la sortie de la CEDEAO et de la préparation d'une nouvelle monnaie, la réponse internationale n'a pas tardé. Les comptes bancaires à l'étranger ont été gelés, les transactions commerciales transfrontalières restreintes, l'aide au développement suspendue du jour au lendemain. L'objectif était clair, faire plier ces pays par l'asphyxie. En coupant les vivres, on espérait déclencher une flambée des prix, faire monter l'inflation et pousser la population à se retourner contre ses propres dirigeants. Une stratégie du choc, misant sur la peur de manquer, sur la lassitude d'un peuple face à la cherté de la vie. Et, effectivement, le choc a été brutal. Les prix des produits importés se sont envolés. Les rayons se vidaient plus vite, les familles recalculaient leur budget à chaque visite au marché. À Bamako, Niamey, Ouagadougou, la pression se faisait sentir jusque dans les foyers les plus modestes. Mais là où beaucoup s'attendaient à des émeutes, à une contestation massive du nouveau pouvoir, c'est tout l'inverse qui s'est produit. Les places publiques se sont remplies, non pas de colère contre les dirigeants, mais d'une détermination nouvelle. Ceux qui, hier encore, réclamaient des importations moins chères, brandissaient désormais l'étendard de la souveraineté. Ils acceptaient de payer ce prix, pourvu que la récolte, demain, appartienne enfin à leurs enfants. C'est à ce moment précis que la lutte pour une souveraineté monétaire cesse d'être une théorie de colloque et devient une réalité vécue. Car derrière la question de la monnaie, c'est toute la capacité d'un peuple à décider de son avenir qui se joue. Fixer ses propres taux d'intérêt, valoriser ses ressources, bâtir une économie tournée vers l'intérieur et non plus vers l'extérieur. Le pari est immense, il y a, oui, le risque d'un chaos économique, d'un isolement prolongé, de voir fuir les capitaux et s'effondrer le tissu social. Mais il y a aussi, pour la première fois depuis des décennies, la possibilité d'une renaissance totale. Celle d'un espace où le travail, la créativité et la richesse restent chez ceux qui les produisent. Mais que se passe-t-il quand l'ancien ordre réplique avec toute sa force? Quand les portes bancaires de l'Occident se ferment, d'autres s'ouvrent à l'Est et au Sud. L'annonce d'une rupture monétaire dans le Sahel a déclenché, en quelques semaines, une vague de sanctions sans précédent. Les avoirs extérieurs gelés du jour au lendemain, les lignes de crédit suspendues, les aides internationales coupées et les frontières économiques brutalement refermées. Dans les marchés de Bamako, Niamey ou Ouagadougou, les prix s'envolent, la pénurie de billets fait suffoquer le quotidien et l'espoir d'un retour à la normale semble s'amenuiser à vue d'œil. La stratégie occidentale paraît limpide. Créer un choc assez violent pour que la population, lassée par la souffrance, finisse par retourner sa colère contre ses propres dirigeants et réclamer le statu quo d'hier. Sauf que la réalité a pris tout le monde de court. Au lieu de s'effondrer, la société sahélienne se redresse. Les places publiques de Bamako, Niamey et Ouagadougou se remplissent de foules immenses, non pas de protestataires désabusés, mais de citoyens déterminés qui saisissent intuitivement la portée historique du moment. Supporter l'inconfort, même la douleur des débuts, devient un acte fondateur. Comme si chacun comprenait que l'indépendance réelle n'a jamais été offerte sur un plateau, mais arrachée, récolte après récolte, par le courage et le travail. Le récit s'inverse. La crise n'apparaît plus comme une punition venue de l'extérieur, mais comme la dernière étape douloureuse d'une renaissance nationale. La souveraineté monétaire cesse d'être une abstraction pour devenir une réalité vécue. Le droit fondamental de fixer la valeur de ses propres ressources, de choisir son taux d'intérêt, de bâtir une économie au service de celles et ceux qui vivent sur la terre, et non à la merci de décisions étrangères. Là où certains prévoyaient la résignation ou l'exode, c'est un soutien populaire massif qui naît, ancré dans une compréhension profonde. C'est maintenant ou jamais que se joue la possibilité de sortir du cycle de la dépendance. Mais le Sahel n'a pas affronté seul le vide laissé par l'Occident. À peine les canaux financiers traditionnels se sont-ils fermés qu'une nouvelle carte du monde a commencé à se dessiner. Des délégations venues d'Asie, du Moyen-Orient, d'Amérique latine et du continent africain débarquent dans les capitales sahéliennes. Elles ne parlent pas la langue des ordres, mais celle des partenariats. Investissements directs,
transfert de technologie, troc de ressources contre infrastructures, esquissant des modèles d'échange où l'accès au capital n'est plus subordonné à des dogmes imposés de l'extérieur. Ce n'est pas une utopie, c'est une bascule géopolitique très concrète. Les puissances émergentes y voient une opportunité historique de bâtir de nouveaux équilibres, loin du monopole occidental. L'échec du pari occidental, qui espérait asphyxier le bloc sahélien, se mesure à la rapidité avec laquelle la région trouve de nouveaux appuis. Le Sahel prouve au reste du continent et au monde qu'il est possible de survivre et même de rebondir hors des circuits traditionnels. Pour Paris, Bruxelles ou Washington, ce scénario vire à la panique. La rupture n'est pas seulement monétaire, elle est existentielle. À leurs yeux, la monnaie n'a jamais été un simple outil technique. Elle fut l'arme invisible d'un accès garanti aux richesses stratégiques du sous-sol africain. Laisser filer le contrôle monétaire, c'est voir s'effondrer des décennies de stratégie, c'est accepter que d'autres règles du jeu émergent, à commencer par la valorisation locale des ressources, jusqu'alors siphonnées vers l'extérieur. C'est dans cette tempête que s'organise une contre-offensive diplomatique fébrile. Sommets régionaux à répétition, menaces d'embargo, pression juridique, campagne médiatique pour agiter le spectre du chaos. Mais le temps où la peur suffisait à ramener les dissidents à la raison semble révolu. Même les institutions régionales, longtemps tenues par les anciennes puissances, se retrouvent désemparées. Les outils classiques, fermeture des frontières, exclusion des marchés régionaux, s'usent face à des gouvernements qui ont déjà accepté le prix de l'émancipation. Au-delà de l'actualité brûlante, c'est la contagion qui obsède les capitales occidentales. Le plus grand risque, ce n'est pas tant l'instabilité immédiate, mais l'effet domino que pourrait provoquer une réussite sahélienne. Si 3 nations, parmi les plus fragilisées par le système hérité de la colonisation, parviennent à s'extirper du carcan monétaire et à écrire leurs propres règles, qui pourra empêcher d'autres régions d'en faire autant? L'enjeu dépasse largement la survie économique du Sahel. Il touche à l'architecture même du pouvoir mondial, à la capacité pour chaque peuple de sortir de la dépendance. C'est ce test grandeur nature, aussi risqué que porteur d'espoir, qui est en train de se jouer sous nos yeux. L'histoire ne se fera pas sans douleur, mais elle ne se fera pas non plus sans courage. Alors, à quoi ressemble la construction d'un nouvel ordre, et quelles leçons pouvons-nous en tirer? La véritable autonomie se cultive, elle ne se mendie pas. Voilà la leçon profonde du Sahel aujourd'hui. Ce n'est pas un miracle tombé du ciel, ni l'effet d'une simple déclaration politique. C'est le fruit d'un choix courageux. Reprendre la main sur la monnaie, c'est reprendre la main sur l'avenir. Pendant trop longtemps, le destin économique de la région était fixé à l'extérieur. Ses ressources filaient, ses comptes étaient verrouillés, ses peuples observaient, impuissants, l'enrichissement lointain alimenté par leur labeur. Mais aujourd'hui, la fierté nationale remplace peu à peu ces chaînes invisibles. Le premier acte, c'est d'auditer. Faire la lumière sur ce qui a été prélevé, sur ce qui reste, et sur ce qui doit revenir. Ce n'est pas une simple question de chiffres, c'est l'examen de toute une histoire d'extraction. Ensuite, il faut investir. Pas dans des promesses vagues, mais dans l'agriculture, l'énergie, l'éducation, les infrastructures, dans tout ce qui nourrit la souveraineté réelle. Chaque école construite, chaque centrale électrique inaugurée, chaque jeune formé dans la région est une victoire sur la dépendance. Le choix des partenaires est l'étape suivante. Il ne s'agit plus de tendre la main aux plus offrants, mais de sélectionner avec discernement ceux qui respectent la nouvelle dignité du Sahel. Construire des marchés locaux, solidifier les échanges régionaux, c'est ce qui permet de transformer la fierté retrouvée en prospérité partagée. Les obstacles, eux, ne manquent pas. Sanctions économiques, isolement diplomatique, tentatives de sabotage. Mais à chaque embargo, à chaque gel d'actifs, la détermination s'est renforcée, comme si l'adversité cimentait encore plus l'unité. Ce que démontre le Sahel, c'est que la dignité et l'investissement local peuvent, à terme, remplacer les flux conditionnés venus d'ailleurs. C'est un laboratoire vivant pour toute l'Afrique, un exemple qui prouve qu'affronter le risque de l'autonomie vaut mieux que de survivre dans la tutelle. Mais attention, l'enjeu est immense. Cette voie peut inspirer un continent tout entier, ou, si elle dérape,
ouvrir la porte à de nouvelles formes de dépendance et de prédation. Alors, comment faire de ce moment une véritable page de l'histoire africaine, et pas seulement une parenthèse? La récolte n'appartiendra plus à ceux qui observent, mais à ceux qui sèment. Aujourd'hui, l'Alliance des États du Sahel ne se contente plus de survivre sous la coupe d'un ordre imposé. Elle choisit de définir ses propres règles, de tracer son propre sillon. Ce que nous vivons marque un basculement irréversible. Ici, 3 nations africaines refusent de n'être que des pions sur l'échiquier mondial. Elles s'emparent de leur monnaie, de leur or, de leurs minéraux, de tout ce que des générations ont vu partir, sans jamais toucher les fruits de leur travail. Et pourtant, le risque demeure colossal. Car l'histoire nous l'a appris. Celui qui n'écrit pas sa propre histoire reste condamné à la subir. Si l'Afrique ne saisit pas cette occasion unique de transformer la résistance en prospérité, elle court le danger de retomber dans l'ombre de la dépendance, à la merci de décisions prises loin de ses terres. Mais ici, face à la pression maximale, les vieilles peurs n'ont pas suffi à faire plier les nouveaux bâtisseurs du Sahel. La dignité d'une région ne se négocie plus. Elle se construit, pierre après pierre, sur la volonté de ne plus jamais voir ses richesses fuir sans retour. Ce moment, ce n'est pas juste une crise de plus, c'est le point où des millions de voix refusent de brader leur avenir contre des promesses conditionnelles. C'est la preuve vivante que la souveraineté financière n'est plus un rêve lointain, mais une conquête en marche, forgée dans la dure réalité du Sahel. Pour chacun d'entre nous, il s'agit de rester vigilant, de regarder, non pas avec les yeux de la crainte, mais avec ceux de la lucidité. Car la bataille pour le contrôle de la monnaie, des ressources et du destin collectif est la matrice même de la liberté. Alors, la question n'est plus de savoir si le monde acceptera cette nouvelle réalité, mais si nous saurons, nous aussi, reconnaître et soutenir ce tournant historique. Car désormais, la voix du Sahel ne demande plus l'autorisation d'exister. Elle affirme sa place, enfin, dans le concert des nations souveraines.